La Française, concepteur de solutions d'investissement alliant performance et durabilité, vous présente et plus encore. En janvier, je vous disais que nous n'avions pas les nouvelles formules, mais qu'en revanche, on aimait bien faire changer les choses petit à petit. La preuve, le mois dernier, on a créé une rubrique consacrée à l'ingénierie patrimoniale avec pour objectif de vous être utile. Vous, les conseillers en gestion de patrimoine. Vous que dans notre jargon, on appelle notre audience. Vous qui n'êtes pas que spectateurs. Déjà, de par votre omniprésence dans nos conférences de rédaction, lorsque l'on choisit les différents sujets que l'on traite dans cette émission. Et aujourd'hui, puisqu'il est question de démocratisation d'un placement, on a fait le choix de ne pas inviter sur le plateau qu'un producteur, mais un producteur et un de vos représentants. Bienvenue sur le plateau des Plus Encore, le magazine de la finance et de la gestion de patrimoine, une émission diffusée sur LinkedIn, sur H24 Finance, sur YouTube, mais également sur le site et Plus Encore. Allez, sans plus attendre, on attaque. Générique. Bonjour à tous, émission très diversifiée aujourd'hui. On commencera d'abord avec les habituels. On commencera avec Nadine Trémolière de Primonial Portfolio Solutions. Elle sera avec nous en duplex pour son point marché et on va regarder ce qui s'est passé sur le marché des taux et sur le marché des actions. Il sera avec nous également avec son journal décalé pour nous donner les informations qui comptent. On en débattra ensemble. C'est Georges Delataille. La femme dans l'actu, c'est Anne-France Gauthier, directeur commercial de Vue+. Elle sera avec nous pour nous parler du bilan de l'exercice 2023 de Vue+, mais également de ses perspectives et elle nous amènera aux Jeux Olympiques. Le débat, il est un peu atypique cette fois-ci puisque on va s'intéresser à l'univers du non-coté, mais d'habitude on a sur ce plateau des sociétés de gestion et uniquement des sociétés de gestion. On a décidé, puisque le thème c'était de savoir comment bien utiliser le non-coté ou private equity, on a décidé de mettre face à face, d'un côté, une société de gestion, en l'occurrence Entrepreneur Invest, avec son cofondateur et président, Frédéric Zablowski, et face à lui, le président de Maison RS, autrement dit, un CGP, et nous échangerons donc pour savoir comment utiliser le CGP, alors que vous le savez, des choses vont changer en assurance vie et en épargne retraite suite à la loi Industrie Verte. Et puis, on terminera l'émission toujours dans l'univers du non-coté, mais cette fois-ci dans l'univers du non-coté immobilier avec à l'affiche Arkea Real Estate et son directeur général Yann Videcoq. Et je vous invite à rester jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'avec Yann, nous serons amenés à parler de l'ASCPI qui a affiché le meilleur taux de distribution en 2023 avec 8,16%. Voilà, vous savez tout. On peut donc maintenant commencer. Allez, on commence tout de suite avec le point marché. Nadine Trémolière est avec nous en duplex. Promis, la prochaine fois, elle sera en plateau. Nadine, on commence tout de suite. Si vous le voulez bien, je vais vous montrer le tableau des taux d'intérêt à long terme. Et le constat que l'on fait, notamment lorsque l'on regarde la ligne du 10 ans aux États-Unis et la ligne du 10 ans allemand, c'est qu'on est quasiment revenu au taux de fin novembre 2023. Les taux longs ont recommencé à prendre de l'altitude. Nadine, pourquoi ? Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Effectivement, ça vous a pas échappé qu'il y a 2 mois, donc fin décembre, on avait eu un rallye sur les taux d'intérêt de par le fait que les banques centrales on a anticipé tout au moins, les banques centrales nous avaient rien promis, mais on avait vraiment anticipé beaucoup de baisses des taux en 2024, 6 baisses des taux. Et puis au fur et à mesure que le 2024 se passe, on n'a plus que 4 anticipations de baisse des taux, voire même 3. Donc quelque part, le marché est en train de corriger sur cet aspect-là. Et effectivement, c'est ça qui fait monter les taux longs, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en Allemagne. Donc c'est vraiment une révision des anticipations qui sont bien moins favorables maintenant qu'elles ne l'étaient en fin d'année.
Alors, correction donc, naturellement, quand les taux longs augmentent, la valeur des obligations baisse, donc c'est le temps pour les obligations. En revanche, on regarde tout de suite les performances sur la partie action et on constate que en février, toutes les performances sont dans le vert. On entend parler de records sur le CAC 40, records sur le marché américain. Les actions semblent donc caracoler de sommet en sommet. Là encore, pourquoi, Nadine ? Alors, peut-être la première surprise, c'est qu'effectivement, on savait à quel point les actions étaient très dépendantes des décisions des banques centrales. Et on aurait pu imaginer que le fait que les banques centrales soient peut-être moins proactives, qu'elles aient à la fois écarté, on va dire, ou retardé ces baisses des taux que tout le monde attend comme le Messie, aurait pu affecter les marchés actions. Et quand on voit les chiffres, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est pas du tout le cas, avec de nouveaux records qui se font sur à la fois le S&P 500, à la fois on le voit sur le CAC 40, à la fois sur le Nasdaq. Donc on a vraiment une espèce d'appétit pour le risque extrêmement important en ce début d'année et qui se porte principalement sur les actions de grande capitalisation, puisque quand on voit effectivement, on le voit sur notre tableau, que la MSCI Europe Small Cap est pratiquement à l'arrêt et ça c'est une constante. On a vu un petit rebond en fin d'année, mais c'est une constante depuis le début de l'année 2024 et je verrais presque dire depuis 2 ans on a un petit peu cette sous-performance des actions de petite capitalisation par rapport aux grandes. Donc voilà, donc le marché se polarise quand même sur ces grandes capitalisations. On peut remarquer et la chose n'est pas commune, ce rebond de la Chine. Pardon Jean-François de vous interrompre, mais ce rebond de la Chine qui est quand même relativement positif, parce que ça fait un certain nombre de mois qu'on voyait pas la Chine rebondir comme cela. Mais est-ce que c'est juste un épiphénomène et un retour après un mois de janvier catastrophique ou une tendance de fond? Les mois prochains nous le diront. Juste, j'entends votre différenciation entre les petites capitalisations et les grandes capitalisations. À l'intérieur même des grandes capitalisations, est-ce qu'on peut considérer que le mouvement de hausse et les sommets sont représentatifs ou pas? Non, bien sûr que non. C'est le second point, je veux dire, d'attention, c'est que tout le monde a constaté que quelque part ces hausses d'indices se font sur une petite minorité de titres. On appelle ça les 7 magnifiques. Rappelez-vous les performances qu'on a eues absolument exceptionnelles de ces 7 valeurs qu'on appelait les GAFAM avant et qui ont un petit peu changé de nom et qui ont intégré surtout Nvidia, qui est encore en train d'avoir une hausse relativement significative en ce début d'année. Et c'est vrai que c'est cette concentration des indices qui surprend le plus les marchés. Il y a beaucoup d'actions où il ne se passe pas grand-chose. Et effectivement, les investisseurs recherchent tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle, éventuellement aussi à la santé, notamment à cause de ce traitement contre l'obésité qui a pulsé énormément certaines sociétés, Eli Lilly, Novo Nordisk. Donc voilà, on a des thématiques très fortes qui emportent les indices, mais en fait, presque il se passe pas grand-chose sur le reste de la cote. Question, est-ce qu'il y a un risque avec ces taux longs qui remontent de voir les actions redescendre tout chousse? Moi, je pense que quelque part, c'est pas vraiment le risque principal actuellement, c'est davantage une risque de révision ou de retournement de certaines de ces valeurs technologiques. Encore une fois, on anticipe beaucoup de bonnes choses. On anticipe beaucoup autour de l'intelligence artificielle. S'il y a un accident sur une de ces valeurs-là, je citais Nvidia ou on peut réciter Microsoft. S'il y avait des déceptions sur ce genre de dossier, on pourrait avoir une baisse très importante des indices parce que justement, la concentration extrême des indices, elle peut marcher dans un sens à la hausse, mais elle peut aussi marcher à la baisse. Donc, je pense qu'actuellement, le risque peut-être il est plus idiosyncratique que réellement un problème de taux d'intérêt. Bien sûr que si les banques centrales, et on a Jérôme Powell qui va s'exprimer cette semaine, commencer encore à retarder son timing de baisse des taux, ça pourrait affecter le marché. Mais moi, je pense que quelque part, c'est plus un risque autour de l'intelligence artificielle parce que c'est ça qui a drivé le marché. Ok, Nadine, on regarde tout de suite les résultats de notre allocation d'actifs équilibrés. Donc sur le mois de février, on voit que la progression est de 0,1%, 0,13% exactement si on regarde avec 2 chiffres après la virgule. On a 20% d'actions. Aujourd'hui, on considère qu'on est bien à ce niveau-là ou on considère qu'on a envie de bouger? Non, on est plutôt bien parce que c'est vrai que je parle pas de fragilité de marché, je crois qu'on n'est pas exactement à ce niveau-là, mais c'est vrai que les marchés, on sait très bien que s'il y avait un retournement sur les grandes capitalisations, ça m'étonnerait que les autres dossiers se mettent à progresser. Donc on pourrait très bien avoir
un petit peu de respiration dans le marché au mois de mars. On l'a pas eu au mois de février. Souvent, le mois de février est pas forcément un bon mois. C'est peut-être un peu la surprise après un mois de janvier malgré tout solide. Donc, on peut avoir un peu de respiration au mois de mars. Et c'est vrai que 20% dans cette allocation bien diversifiée, encore une fois, c'est soutenable. Et j'ai pas forcément envie de bouger, même si de ça et là, on pourrait imaginer que certains clients qui ont mis en place cette allocation depuis quelques mois pourraient peut-être rebalancer certains fonds actions qui ont bien progressé. Alors justement, je voudrais qu'on regarde à propos de, entre guillemets, ceux qui sont là au présent et ceux qui sont pas là au présent et qui veulent rentrer. Je voudrais qu'on reprenne, on a vu que dans l'allocation d'actifs, on avait 15% de fonds datés. Je voudrais qu'on revienne un instant sur notre tableau sur les taux d'intérêt, non pas pour regarder le 10 ans, mais pour regarder le spread de crédit. Et on constate en revanche que depuis fin novembre, les spreads de crédit se sont fortement réduits. Et ça pose la question, Nadine, des fonds datés. On en a. Est-ce que si aujourd'hui on avait de l'argent, on en rachèterait? L'avantage qu'on a eu, on l'a dit précédemment, c'est qu'effectivement les taux d'intérêt se sont tendus. Donc on a à la fois des taux d'intérêt qui se tendent, c'est-à-dire des taux d'intérêt qui montent, et de l'autre côté les spreads de crédit qui ont diminué, qui se sont contractés. Donc l'un dans l'autre, on a des rendements sur les marchés obligataires ou sur les marchés obligataires crédits, c'est-à-dire notamment sur les fonds datés, qui sont relativement stables, puisque la baisse de l'un compense la hausse de l'autre. Donc ça, c'est le premier point. Donc on a dans l'ensemble des taux d'intérêt, puisque c'est ça qui nous intéresse, des taux d'intérêt qui sont relativement stables. C'est sûr qu'ils sont plus bas qu'ils ne l'étaient l'année dernière. On a eu effectivement une performance très solide en 2023. Mais en 2024, on a quand même des rendements qui, bruts de frais, tournent autour de 5,5, 6, 6,5. Donc je pense que dans l'environnement actuel, on l'a dit, avec un certain nombre de risques malgré tout qui peuvent peser sur certains indices actions, je pense que c'est toujours des rendements qui sont attractifs et je continuerai à en mettre, même si effectivement, pour ceux qui sont déjà rentrés depuis un an, la hausse sera peut-être plus limitée cette année que celle qu'on a connue au mois en 2023. Merci beaucoup Nadine d'avoir été avec nous. Tout de suite, on retrouve Georges Delataille, c'est le journal décalé. La Française, concepteur de solutions d'investissement alliant performance et durabilité, vous présente le journal décalé. Jean-François, commençons ce journal par une confirmation. On en parle tous les mois et je peux encore vous le confirmer, le marché de l'épargne français est très attractif. Dernier exemple en date, l'arrivée d'un nouvel acteur, un acteur de premier plan au niveau international, le géant américain Blackstone, qui arrive sur le marché de l'épargne français, avec l'assurance vie, avec un partenariat exclusif avec BNP Paribas. Le marché attire de nouveaux acteurs, c'est super, mais ceux-ci doivent se rendre le plus désirable possible pour attirer les épargnants. Pour les produits d'épargne, un des critères de désirabilité, vous le connaissez très bien Jean-François, c'est l'ISR. Le concept, il est hyper facile à comprendre. N'investir que dans des sociétés qui font du bien pour pouvoir attirer l'épargnant. Son application, elle est malheureusement beaucoup moins claire. Certains petits malins cherchent à laver plus blanc que blanc pour se rendre plus attractif. Concrètement, on a créé un label ISR en 2016. Ce label, à date, il y a 1200 fonds qui sont labellisés, mais de nombreux spécialistes ne le jugent pas assez exigeant. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Depuis le 1er mars, les fonds qui veulent obtenir ce précieux label vont devoir se conformer à un nouveau corpus de règles et ceux qui l'ont déjà ont jusqu'au 1er janvier 2025 pour se mettre en conformité. Une des mesures phares, c'est l'exclusion du portefeuille de toutes les entreprises qui exploitent du charbon ou des hydrocarbures non conventionnels. Je vous laisse imaginer l'impact. Par exemple, Total, société bien connue, est présente dans 20% des fonds labellisés ISR. Finalement, qu'est-ce qu'on voit? De nombreux fonds avaient demandé ce label ISR plus pour des besoins marketing qu'autre chose, sans réelle conviction et ne cherchaient qu'à faire de la performance. Or, avec la guerre en Ukraine, quelles sont une des parties des valeurs qui fonctionnent le mieux? Les valeurs énergétiques, les valeurs de défense, bref, des valeurs pas très ISR. Ça sera très intéressant de voir à 12 mois si le nombre de fonds ISR a augmenté ou a baissé. Alors, plusieurs remarques sur ce que vous avez dit. D'abord, on va faire un premier constat, c'est qu'on va avoir un double label pendant 10 mois.
puisque les nouveaux fonds labellisés ont des règles et les anciens fonds ont des règles différentes, et pour autant, ça sera le même label. Donc on aura dans le même temps des fonds qui ont du total et qui ont le label, et des fonds qui n'ont pas de total et qui... pratique pour l'épargnant. Ça va effectivement être très compliqué. Deuxième sujet, vous avez utilisé le terme désirabilité. Alors moi, j'adore le fait que l'on norme la désirabilité. Est-ce que votre désir est mon désir ou celui de Choupinette? J'en sais à peu près que dalle, mais je pense que c'est pas tout à fait la même chose. Et là-dessus, j'attends avec attention. Est-ce que le nombre de fonds ISR va baisser? A priori, oui, parce que sinon la réforme, elle sert à rien. Après, la deuxième question, c'est combien de sociétés de gestion vont aller à l'avenir sur le marché avec deux gammes? Une gamme ISR pour ceux qui veulent de l'ISR et une gamme ISR pour ceux qui n'en veulent pas, parce que, pardon de dire, mais il y a quand même des gens aujourd'hui qui finalement, l'ISR, ils considèrent dans leurs investissements que ce n'est pas très important, parce que finalement, vu le montant de leur épargne, ça va pas changer la face du monde. Je vous rejoins, ils veulent de la performance avant tout. En tout cas, sur le côté ISR, bonne nouvelle, l'ESMA, donc un organisme européen, s'est emparé du sujet pour essayer de travailler sur des indicateurs clairs pour qu'il y ait un référentiel clair. Elle travaille aussi avec les nouvelles technologies et entre autres le NLP, donc le traitement automatique du langage naturel, pour faire quoi? Pour pouvoir automatiquement contrôler tous les longs rapports de tous les fonds et tous les longs documents réglementaires, les longs documents marketing, et être certain de ne rien laisser passer. Mauvaise nouvelle, ces travaux ne sont qu'à leur début et aucun calendrier n'est annoncé. Et on sait, l'Europe n'est pas toujours très rapide. Mais, magie de l'Europe, en parallèle, la Commission européenne travaille et vient d'acter un nouveau règlement applicable aux agences de notation ESG, complétant ainsi le cadre réglementaire de la finance verte. Le règlement confère notamment à cette même ESMA le rôle de superviser les agences de notation ESG avec un pouvoir de contrôle et un pouvoir de sanction. Les fournisseurs de données ESG ne sont pas encore concernés par ces règles, bien que leur régulation soit envisagée d'ici 3 ans. Finalement, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Il y a un seul grand gagnant, et ce n'est pas un, mais ce sont 4, ce sont les Big Four, EY, KPMG, PwC et Deloitte, parce que eux, c'est sûr, ils vont avoir des millions de jours vendus pour accompagner toutes ces marques. Deux remarques là encore par rapport à ça. Franchement, je me marre. On ne cesse de nous dire, on va simplifier, on va supprimer des normes, etc. On ne fait qu'en rajouter. Je précise d'ailleurs que c'est un enjeu politique majeur. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'AMF notamment est intervenu sur le dossier de SFDR, sur la consultation publique qui avait été lancée par la Commission européenne, en disant qu'il fallait mettre fin aux articles 8 et 9 pour imposer des critères minimaux d'un point de vue environnemental. Autrement dit, pour se rapprocher de ce que l'on a fait sur le label ISR. Et puisque vous terminez sur les Big Four, des millions de jours d'audit pour eux, ouais, il y a quand même une vraie question qu'il faudra se poser sur la place. C'est est-ce que l'ESG ne veut pas être une machine à augmenter les frais? Et après, on arrivera sur une autre question, si je poursuis sur ce que je disais tout à l'heure sur les sociétés de gestion. Si on a des fonds non ISR avec des frais faibles et des fonds ISR avec des frais forts, il faudra débattre sur la value for money pour savoir si vraiment l'ESG, ça apporte quelque chose. Bon, pour enchaîner, je vous propose un autre sujet d'avenir, l'intelligence artificielle. On en met partout aujourd'hui, elle n'écrit pas encore mes chroniques, mais peut-être qu'un jour elle le fera. Mais, question qui fâche, est-ce que finalement l'IA ne peut pas remplacer les CGP ou les gérants? Une expérience a été menée au cours de l'été dernier en confrontant 3 gérants et ChatGPT 4. Le défi était très simple, investir 22 950 €, c'est très précis, sur 6 mois. Au bout de 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Le gagnant, ChatGPT 4, a obtenu une performance de 15,36%. Les 3 gérants ont eu, eux, des performances de 13,79%, 3% et moins 1,2%. On peut donc se dire, tiens, génial, ChatGPT est bien plus puissant que les gérants. Mais finalement, quand on regarde, la question se pose, est-ce que l'intelligence artificielle est en capacité de fournir des conseils avisés? Est-ce que l'intelligence artificielle est en capacité de voir plus loin que sur 6 mois, sur des sommes plus conséquentes? Je ne sais pas vous répondre, mais en tout cas, je peux vous dire que l'IA est de plus en plus demandée. Dans son étude annuelle sur le wealth management pour 2024, Capgemini a identifié plusieurs tendances qui vont animer le marché de la gestion de patrimoine pour 2024 et contrairement à l'année précédente, les aspects digitaux et en particulier ceux liés à l'IA seront dominants cette année et vous pouvez l'imaginer, ça me fait plutôt plaisir. Bien, moi je ne sais pas en revanche si l'IA écrirait mes relances comme je l'ai fait, et pour être très honnête j'en doute. Non, mais sur le sujet de la performance sans clin d'œil, en fait le chiffre est intéressant. Il y a quand même une seule question qui vaut pour le client final, pour le conseiller, etc. quand on a ce genre de choses,
c'est la capacité de reproduire la surperformance, et ça vaut à peu près sur tous les placements. Quand un placement surperforme, est-ce qu'il est capable de reproduire les choses dans le temps, oui ou non? C'est souvent une question majeure en gestion de patrimoine. Ouais, et les CGP, ils ont un autre allié qui est la fiscalité. Là, franchement, avec de l'IA, c'est compliqué de comprendre. C'est tellement mouvant que ça change tout le temps. Un exemple criant, on a déjà parlé plusieurs fois sur ce plateau, le régime fiscal des fameuses locations Airbnb. Le texte initial de la loi des finances 2024 devait introduire une réduction sur l'abattement fiscal pour les propriétaires de locations de courte durée. Seul problème, une rétroactivité de cette mesure devait aussi être introduite. Le gouvernement a décidé de l'entendre autrement en limitant finalement les conséquences de l'application rétroactive de la nouvelle loi. Cette erreur concerne la rétroactivité des régimes fiscaux des locations de louer saisonnières et ça peut donc faire l'affaire de nombreux propriétaires de locations de courte durée parce que ces derniers auraient dû être impactés sur leurs revenus de 2023. Face à la situation qui effectivement est assez complexe, le gouvernement a pris des mesures pour que les propriétaires puissent bénéficier des règles antérieures lorsqu'ils déclarent leurs revenus en avril. Bref, impossible à expliquer avec de l'IA. J'en ai plein d'autres pour vous. Par exemple, je peux parler de la fiscalité des PER. Qu'est-ce qu'on apprend? Que le gouvernement, l'Assemblée nationale est en train de réfléchir à une évolution de la fiscalité. Et j'en ai une encore mieux sur les successions. Vous me direz, Jean-François, jamais je ne peux déshériter mes enfants. L'IA me dirait ça. Et pourtant, il y a une solution. Vous connaissez certainement Jean-Michel Jarre, musicien connu français. Son père, Maurice Jarre, qui était aussi un musicien très connu, il a réussi à déshériter ses deux enfants, donc Jean-Michel et sa sœur. Comment il a fait? Il a placé l'ensemble de ses biens dans un family trust et la Cour européenne vient de confirmer, après être passé par la Cour d'appel, la Cour de cassation, blablabla, que c'était confirmé et donc que Jean-Michel Jarre et sa sœur n'auraient pas le moindre sou de leur père. Bref, c'est indéniable. L'IA avance vite, mais l'humain reste encore incontournable. Juste, c'est quand même assez spectaculaire sur le coût de la location de meublé, ce à quoi on a assisté, parce qu'en fait, tout ça, c'est quand même les luttes épouvantables qu'il pouvait y avoir entre Matignon et Bercy au moment de la loi de finances. On rappelle que le texte, on a retenu un amendement sénatorial, Matignon a retenu un amendement sénatorial sur lequel Bercy était contre. Cela dit, on va être très honnête, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui profiteront de la mesure qui a été présentée par le BOFIP. Mais sauf erreur du contraire, dans un état de droit, c'est la loi qui doit être appliquée, c'est pas les instructions administratives du BOFIP. Et d'ailleurs, un certain nombre de fiscalistes pointent le risque juridique de la position qui a été prise par l'administration fiscale, même si à mon avis, il n'y aura pas grand monde qui ira attaquer. Merci Georges, vous m'avez mis de bonne humeur. Tout de suite, une femme dans l'actu. Une femme dans l'actu, Anne-France Gauthier, directeur commercial de Viplus, la filière de Suravenir destinée au CGP. Anne-France, vous avez organisé avec François-Régis Bernicot, le président de Suravenir, une conférence de presse pour parler de Viplus. C'était le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Est-ce que Viplus est in love avec les CGP? Bonjour Jean-François. Je ne sais pas si on peut dire que Viplus est in love avec les CGP. En revanche, Viplus essaye effectivement de satisfaire les CGP, quelle que soit leur typologie, leurs attentes, et puis l'évolution de ce métier, qu'on essaye de suivre avec le plus d'intérêt, le plus de perspicacité et le plus de rigueur possible. Vous bossez avec combien de CGP, combien de nouveaux CGP en 2023 ? Officiellement 380 nouveaux CGP en 2023. Néanmoins, ils n'ont pas tous commencé à travailler avec nous. Donc on est en train de démarrer avec chacun d'entre eux, mais il faut le temps d'appropriation des outils, il faut un certain temps pour s'approprier la marque et ses produits. Alors les chiffres, lors de la conférence de presse, François-Régis Bernicot les a donnés. La collecte brute en 2023 atteint pour la première fois le seuil des 2 milliards d'euros. Je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail, puisque vous êtes une filière de Suravenir, donc des produits exclusivement assurantiels. Qu'est-ce qui marche entre contrat de capitalisation, épargne retraite et assurance vie ? L'épargne retraite, tout ce qui est périn, a plutôt extrêmement bien fonctionné dans la catégorie CGP. Je pense que les CGP se sont très très bien appropriés ce genre de produit, peut-être à la différence d'autres réseaux sur lesquels en tout cas Viplus n'est pas. Mais la volumétrie est forte ou pas ? Elle est tout à fait satisfaisante, oui. Après on sait que c'est pas là-dessus que les gens vont épargner durablement, puisque les conditions de sortie sont
parfois pas dans l'évolution qu'attendent les clients sur les années à venir. Néanmoins, oui, c'est tout à fait satisfaisant. Le gros de la dynamique, ça reste toutefois l'assurance vie chez vous ? Ça reste l'assurance vie, un peu plus de contrats de capitalisation l'année dernière, puisqu'on a travaillé, grâce à notre ingénierie patrimoniale, tout ce qui était transmission d'entreprise, garantie de passifs, etc., etc. Mais ça reste l'assurance vie et les personnes physiques, tout à fait. De mémoire, 62% d'unités de compte dans la collecte. Je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail pour regarder comment ça s'est passé. Déjà, est-ce que vous avez souffert d'une désaffection ? Est-ce que les conseillers qui travaillent avec vous sont fortement sortis des produits de pierre-papier ? Probablement un petit peu moins chez nous qu'ailleurs. Des sorties, oui. Néanmoins, on est toujours dans un temps long avec l'ensemble des fonds qui peuvent traduire des biens immobiliers. Et à partir du moment où on est dans un temps long et où la pédagogie est là, il y a une meilleure compréhension, me semble-t-il, et du client final et du CGP. Donc moins de sorties que ce qu'on aurait pu attendre, avec la capacité, on avait nous limité les accès, donc la capacité complètement en tant que sur avenir d'assurer la liquidité, etc., etc. Ce qui, à mon sens, a rassuré le marché. Qu'est-ce qui a bien marché en termes d'unités de compte ? Alors, très bien marché, ce sont les structurés. Pour la première fois en 2023, on a animé une offre de structurés dédiée à Vie+. Donc avec des campagnes, avec des fenêtres de souscription. La difficulté sur les structurés dédiés, c'est qu'on prend des positions 2-3 mois avant le lancement, donc avec des évolutions de marché qui ont été quand même assez significatives au fur et à mesure de l'année en 2023. Des bonifications sur le fonds euro, je pense qu'on l'a tous fait. C'est à la fois quelque chose de pertinent pour le client final, à la fois quelque chose de pertinent pour l'assureur, puisque ça lui permet de racheter du papier plus cher puisque les taux ont monté. La logique de la bonification du fonds euro, c'est de lutter sur la concurrence des offres bancaires ? Bien sûr, au départ, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. On n'a pas la possibilité d'avoir des garanties en capital avec des rendements, etc. Alors un petit peu avec les structurés sur d'autres unités de compte. Donc tout ce qui a été mis en place sur le bancaire, il a bien fallu qu'on offre, nous, au CGP, des outils pour pouvoir contrer cette offre, oui. Ok, tout à l'heure on a un débat sur l'univers non coté. Vous aviez innové, c'était une conférence de presse, c'était de mémoire, c'était à Patrimonia où il y avait eu l'annonce de la gamme Tremplin. Tout à fait. Quel premier résultat vous en tirez ? Une grande satisfaction. Non seulement il y a de la collecte, la pédagogie avait été faite sans doute un peu par nos concurrents puisque on a lancé ça il y a un peu plus de 2 ans. Alors non seulement une grande satisfaction sur la collecte, mais surtout une grande satisfaction sur la compréhension de ce que représentent ces fonds. C'est-à-dire que ça n'est pas un effet de mode, chez Vie+, en tout cas. On voit bien que ça correspond bien aux clients, qu'on est dans une allocation d'actifs cohérente, et donc on est assez satisfait là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup de travail, de présentation, d'explication qui a été fait autour de cette gamme et qui a été parfaitement comprise. On parle des unités de compte. Vous avez pris la décision de ne référencer que des SFDR 8 et 9, et puis vous subissez les décisions de la profession avec France Assureurs qui a demandé à tous ses membres de faire un peu de ménage au nom de la value for money. Vous avez déréférencé combien d'unités de compte à peu 25% de ce qu'on avait. Donc on avait un contrat patrimoine Vie+ qui avait plus de 2000 unités de compte. On est à 1700 aujourd'hui sur la phase de la directive que nous avons reçue fin de l'été dernier. Ok, donc, et vous avez plus énervé qui ? Les sociétés de gestion ou les CGP ? Les sociétés de gestion, non, parce que nous, on a commencé à travailler assez tôt avec eux, donc ça leur a pas forcément fait plaisir, mais ils n'avaient pas le choix. En revanche, c'est plus compliqué, effectivement, avec la partie distribution, parce qu'il y a eu... En fait, on avait un délai extrêmement court pour faire cet exercice, et donc on n'a pas pu décliner tout ce que nous devions faire, et il peut y avoir des petits couacs encore, par exemple sur des allocations d'actifs qui ont été faites il y a longtemps, le client n'a pas immédiatement souscrit, les allocations ont été faites il y a 8-9 mois, le client amène l'argent aujourd'hui, mais il peut y avoir des petits deltas. Ok, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu. Il y a cela quelques mois, j'étais au dîner de l'APECI lorsque furent remis les prix par Periclès Group sur la qualité du service. Et lorsque dans le classement en assurance vie, on a annoncé la seconde place, je vous ai regardé, je vous ai vu ultra stressé. Puis, j'aurais presque tendance à dire un peu enthousiaste comme une lycéenne qui découvre qu'elle a réussi le bac avec mention. Or, ça fait 5 fois que vous gagnez ce prix. Ça vous motive encore ? Alors avec mention très bien quand même, parce que le bac avec mention c'est quand même un peu facile. Mais c'est beaucoup plus qu'une motivation. Être sur le podium c'est notre objectif, puisqu'on veut être régulier par rapport à ce que nous offrons comme garantie à nos partenaires CGP.
Être les premiers, en fait, ce prix, il emmène toute l'entreprise. Il emmène des gens qui sont pas sur le terrain, il emmène des gens qui travaillent avec nous pour qu'on puisse faire les meilleures offres possibles pour les CGP et pour leurs clients finaux. Donc oui, et tous les ans, ça sera comme ça, en fait. Aujourd'hui, ça pose la question de le back-office et le service, véritablement, qu'on rend aux clients. Aujourd'hui, c'est vraiment l'axe majeur? C'est aujourd'hui qu'on arrive à faire la différence plus que sur le produit? Alors, au sein de Vie+, nous avons décidé de devenir la référence de la profession. En tout cas, c'est notre ambition. Donc là, on passe sur le temps 2. Le temps 1, c'était réinvestissement dans les outils et dans les hommes sur le terrain. Donc, les outils, on a déployé un nouvel outil transactionnel, on a déployé une nouvelle signature à distance, on a recruté 6 ou 7 personnes l'année dernière sur le terrain. Donc ça, c'était le temps 1. Pour devenir la référence, il faut qu'on soit bon, voire très bon, dans tous les points qui sont importants pour les CGP, dont, bien évidemment, la qualité du back-office, la qualité de service, le délai de réponse s'il y a quelque chose qui a été mal enregistré, et puis que tout ce qui est à faible valeur ajoutée pour le CGP soit fluide. Son rôle à lui, c'est le conseil, la confiance, se tenir informé, tellement d'éléments que si on peut, nous, lui simplifier ces tâches qui sont de la saisie, de appuyer sur les boutons, c'est notre rôle. Oui. L'ingénierie patrimoniale, ça rentre dans cette stratégie. Je rappelle que désormais, tous les 2 mois, Olivier Dagenac vient ici en plateau pour parler IP. Oui. Alors on a 5 personnes maintenant à l'ingénierie patrimoniale, donc c'est devenu un gros service. C'est complètement à disposition de nos partenaires CGP. Et il y a au-delà des roadshows, des formations, de l'animation, on a 2 grands items. C'est le Vie+ Solutions, donc la possibilité pour les CGP d'avoir des rendez-vous en visio avec l'IP et de répondre à la fois sur tout ce qui est gouvernance de cabinet, mais tout ce qui est personne morale et personne physique. Et puis on a la formation au quotidien qui est importante. On a un cheminement, on a un travail sur les dossiers, on a un travail sur tout ce qui est dans l'environnement de la gestion de patrimoine. Ça me permet un petit appel. On fait de l'assurance vie. On a beaucoup de gens qui nous appellent sur des produits immobiliers que nous n'avons pas. Donc on peut renseigner, mais c'est vrai que nous, notre cœur de métier, c'est forcément l'assurance vie. Ok, ça nous amène aux besoins. On disait tout à l'heure 385 nouveaux CGP. Je crois qu'au total, il y a plus de 3000 CGP avec lesquels vous êtes en lien, plus ou moins important. CGP, c'est sympa, c'est 3 lettres. Mais c'est des profils, quand on les connaît, qui sont fondamentalement différents. Comment vous faites pour, entre guillemets, sarrier vos réponses par rapport aux besoins? Cette année, on met en place des ateliers. Alors, on a essayé pas de classer les CGP, mais de reconnaître les différentes typologies qu'ils peuvent avoir. Et on met en place des ateliers qui sont animés par chacun des directeurs régionaux, mais avec des représentants France entière, justement, pour pas se couper d'une des typologies de la profession. Donc, on aura des thématiques différentes en fonction des réunions. On a les outils, on a l'offre, on a l'animation commerciale, et on a la projection que peuvent faire les CGP qui correspondent à telle ou telle typologie dans les 5 ans à venir, de façon à ne pas perdre pied par rapport à l'une ou l'autre de ces typologies. Ces ateliers commencent le 22 mars, je crois. Vous aimez bien garder les pieds sur terre. Oui. Je voudrais qu'on parle de Vie+ Impact. Vous avez lancé ce produit d'assurance vie avec un mode de tarification qui était quand même très différent de ce qui se passe de manière traditionnelle. Si je vous dis c'est pas un succès, c'est tout ou rien. En fait, on a beaucoup de CGP qui ne font que du Vie+ Impact. Très souvent, par contre, ceux qui étaient sur Patrimoine Vie+ ne sont pas passés sur Vie+ Impact. Donc moi, je continue à croire beaucoup dans ce produit. On a continué, nous, à travailler autour de cette notion de finance durable, d'impact. On a fait un séminaire solidaire l'année dernière. Et c'est toujours un peu difficile quand on est les premiers. Mais par exemple, on a des partenaires qui ne font que ça. Alors avec Value for Money, on est en train de retravailler la liste, puisqu'on est sur une liste de fonds effectivement 8, 9 ou labellisés. Donc il faut faire attention, on a des ETF, donc on est en train de retravailler la liste. Mais c'est évident que l'univers d'investissement n'est sans doute pas complètement assez fourni aujourd'hui. On est en train de le revoir. Vous me dites cette année, on est en train de travailler sur le profil de CGP, etc. Cette année, c'est l'année des Jeux Olympiques. Oui. Il paraît que vous vous prenez pour Tony Estanguet. Exact. On lance les Jeux Olympiques. C'est quoi vos Jeux Olympiques? Alors en fait, on lance des Jeux Olympiques. Notre volonté cette année, c'est d'écouter le CGP et d'aider le CGP à se valoriser. Donc juste avant d'arriver, j'ai même validé le budget. En fait, on va demander au CGP de vendre son métier en 3 minutes chrono. On va faire des finales régionales, on va faire une finale nationale. Chaque CGP pourra utiliser les phrases qui lui correspondent.
On va demander la même chose aux asset managers. En fait, notre objectif, c'est que sur le site internet de chacun des CGP, le client final puisse comprendre quel est le rôle de chacune des parties prenantes des métiers de la gestion de patrimoine auxquels il a accès à travers son CGP. Et on avait constaté que les CGP souvent se définissaient contre. Donc ils disaient « je ne suis pas comme ». L'objectif là, et on va les former, puisque je vous disais que j'avais validé la facture tout à l'heure en arrivant, en fait on va les former, c'est-à-dire qu'ils vont avoir accès à une formation complète sur comment je m'exprime, comment je me présente, quels sont les relais, quelles sont les forces à avoir quand on essaye de se définir, et on pourra l'utiliser. Comment on s'inscrit? Il faut avoir fait un minimum en compétition et déjà passé 3 fois à la télé pour avoir le droit de jouer? Non, c'était juste un 100 mètres haies. Ok, merci beaucoup Anne-France Gauthier. Tout de suite, on attaque notre débat Univers nos côtés. Allez, on attaque tout de suite notre débat et puis je vous le disais en introduction avec un CGP avec nous. Il est président de la maison Erez. Il n'est pas venu aujourd'hui pour nous parler du rapprochement avec le groupe Cyrus, mais on l'a invité tout simplement parce qu'il a rédigé dans cet ouvrage chez Vuber sur la gestion de patrimoine 2023-2024 le chapitre 19. Le chapitre qui est situé juste après l'assurance vie et le chapitre qui est intitulé Private Equity. Patrick Ganancia est donc avec nous et pour débattre aujourd'hui avec cette question, comment bien utiliser le Private Equity, Frédéric Zablocki, cofondateur et président d'Entrepreneur Invest. Messieurs, on attaque tout de suite et je vais commencer avec vous Frédéric. Entrepreneur Invest va fêter l'année prochaine ses 25 ans. J'entends beaucoup parler du terme Private Equity. De la part à peu près de tout le monde, y compris du ministre. Et j'ai parfois un peu le sentiment que les gens sont restés dans le XXe siècle. Est-ce que, au cours de ces 25 dernières années, vous avez eu beaucoup de changements dans ce microcosme? Oui, il y a eu beaucoup de changements. Si on se met dans le XXe siècle, on parlait plutôt de private equity, c'était du capital risque. Capital risque, le premier terme qu'on avait utilisé, c'était capital. Exactement, qui est en anglais venture capital. Donc private equity, pour moi, c'est assez réducteur. Quand on parle private equity, on parle souvent d'actifs non cotés. Il arrive non coté, vous avez donc de l'equity, de l'action, vous avez aussi des obligations, vous avez de la dette non cotée, vous avez des obligations convertibles, vous avez de l'infrastructure, vous avez beaucoup de choses qu'on met dans le non coté. Et c'est ça qui fait la richesse de ces actifs-là. Chez vous aujourd'hui, vous faites quoi ? Alors nous, effectivement, on a évolué. On a commencé effectivement en 2000 dans le capital risque, mais on a évolué dans le capital développement. Et donc, on a un savoir-faire depuis 25 ans dans l'investissement dans les entreprises, notamment dans les PME françaises. À partir de là, on fait plutôt ce qu'on appelle des petites transmissions, du capital développement, du build-up. On aide les entrepreneurs à justement à croître le plus sereinement possible grâce à nos capitaux. Et donc, nos capitaux, ça peut être des actions, des obligations convertibles. Et donc ça, c'est la partie PME, c'est l'histoire. PME de croissance française. Après, en 2020, on a créé un département immobilier et où là, on aide les promoteurs et surtout les marchands de biens dans leur investissement, dans ce qu'on appelle la rénovation énergétique, dans tout ce qui est la rénovation des bâtiments. Et donc, on prête à ces marchands de biens la partie que ne prêtent pas les banques. Si on prend par exemple 10 millions d'euros, les banques vont peut-être prêter 70%. Nous, on prête 10 à 20% et le promoteur 10%. D'accord, ça veut dire donc que vous couvrez pas toutes les solutions qui existent. Ce qu'on appelle le gap financing, c'est-à-dire on apporte des fonds propres pas chers, non dilutifs la plupart du temps, à ces marchands de biens. Ok, et pour reprendre, vous m'indiquiez au début qu'il y avait finalement beaucoup de choses qui s'étaient développées, infrastructures, secondaires, obligations, etc. Vous couvrez donc les PME, l'immobilier et aussi, en 2020, on a aussi couvert tout le spectre avec des partenaires et ce qu'on appelle chez nous, ce qu'on appelle la multigestion, les fonds de fonds, où là, on choisit les meilleurs partenaires sur des gestions que l'on ne fait pas. Par exemple, du large cap. Par exemple de la dette privée, on a fait Tikeo, Bridgepoint, du secondaire avec de l'Ardian, du Committed, et tout ça, l'objectif pour nous, c'est de donner les meilleurs produits possibles et l'offre la plus vaste dans le private equity, non coté, à des distributeurs, aujourd'hui 450 distributeurs, et aussi, par exemple, comme la maison Erez, qui peut, grâce à nous, avoir une loge très large. Alors, la maison Erez, Patrick Ganancia, est-ce que vous êtes un puriste de la terminologie? Faut-il parler de private equity? Quand vous parlez de ces classes d'actifs non cotés à vos clients, vous dites quoi?
On leur dit que c'est une classe d'actifs qu'il est impératif d'avoir dans son patrimoine et qui doit avoir une vraie part aujourd'hui dans son patrimoine financier. Après, c'est quelque chose de récent en termes de pénétration du marché parce que c'était réservé qu'à nos grands clients depuis quelques années. On est sur une phase de retailisation, comme on dit, et donc avec un accès de plus en plus facile pour le private equity. Mais aussi d'ailleurs, quand on dit accès plus facile, aussi avec des acteurs de bonne qualité mais de moins bonne qualité qui arrivent sur le marché. Et donc tout le rôle des CGP ou des family officers est maintenant de conseiller les clients pour arriver à trouver les bonnes solutions. Ok, alors justement, on va regarder les bonnes solutions, on va regarder, vous nous avez expliqué en deux mots votre offre. Auprès des CGP, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et comme je suis fait comme ça, on va commencer par ce qui n'a pas marché. Alors, sans surprise, en 2023 et fin 2022, c'est plutôt l'immobilier. On a beaucoup souffert sur notre fonds perpétuel, qui est le SCPR Entrepreneur Immobilier, du fait qu'il y a eu des difficultés dans le marché, et notamment les pierres-papiers, les OPCI, les SCPI, qui ont des dégradations de VL. Alors que nous, on est plutôt sur de la dette, donc c'est pas tout à fait la même chose, mais de la dette à qui ? On a souffert. De la dette, comme je disais, à des marchands de biens. Et c'est la dette courte de 24 à 36 mois. Et aujourd'hui, on a eu un accident sur 52 lignes, ce qui permet quand même d'avoir une certaine sécurité sur notre offre. J'imagine que les promoteurs, aujourd'hui, il n'y a pas de demande, parce qu'il y a très peu de construction. Donc, il y a de la demande au niveau des marchands de biens. Oui. Ça augmente et il y a de la tension. Donc, vous avez de bons taux ? Bien, aujourd'hui, alors bon taux, ce qui est clair, c'est qu'on a beaucoup de demandes, parce que comme les banques demandent de plus en plus de fonds propres à ces marchands de biens, donc on fait une très grosse sélection. Et aujourd'hui, nos taux, c'est aux alentours de 12%. Mais attention, il ne faut pas avoir des taux 12% contre la dette, c'est plutôt 12% par rapport de l'equity. Donc, c'est la dette pas chère, parce qu'en fait, on les dilue pas dans la plus-value. Ok, donc grosso modo, des taux qui peuvent être élevés, mais en revanche, peu voire pas de souscription. Patrick Ganancia, on oublie 2 secondes la partie entre guillemets FCPR ou autre joyeuseté. Oui. L'immobilier aujourd'hui, c'est très compliqué d'en parler aux clients. Non, c'est pas compliqué d'en parler aux clients. Je pense que ça va être dans quelques mois un moment peut-être formidable, voire historique pour en parler aux clients. Donc, au contraire, faut préparer le terrain. Faut commencer à expliquer aux clients à quel endroit on va avoir des opportunités, à quel moment on va leur conseiller d'appuyer sur le bouton. On est convaincu que c'est trop tôt, mais que ça va arriver et que ça se prépare. Je suis tout à fait d'accord avec Patrick. Nous, on est en train de sortir ce qu'on appelle un fonds distress, c'est-à-dire un fonds d'opportunité, parce que les valorisations sont exceptionnelles en ce moment, parce qu'il y a beaucoup d'institutionnels qui sont obligés de vendre des immeubles, de vendre, des actifs de qualité, et en face, il n'y a pas grand monde, donc il faut se préparer justement à des belles années en investissant maintenant. Et donc, je suis tout à fait d'accord. Il va falloir reparler de l'immobilier avec des bonnes affaires. La dernière fois que vous étiez venu en plateau, Frédéric, on avait parlé secondaire, c'est-à-dire vous aviez annoncé le lancement d'un fonds qui profitait des décotes. Il a fonctionné comment ? Bien, il fonctionne très bien, parce qu'il n'est pas fermé encore. On ferme en juin la collecte, donc on a collecté pas loin de 30 millions depuis septembre. Il y a un vrai appétit sur ce fonds, parce que je pense que les fondamentaux sont compris. Le secondaire, quelques idées très courtes, c'est plus court. Pourquoi ? Parce qu'on vient avec des portefeuilles déjà constitués. Et dans la mesure où aussi, il y a de plus en plus d'institutionnels qui ont été obligés de vendre des fonds de private equity de bonne valeur, eh bien les décotes se sont augmentées. Donc vous avez des décotes augmentées, du court et une grande diversification. Parce que nous, quand nos partenaires comme Committed, Ardian, Capital Dynamics achètent ces fonds à la décote, derrière vous avez des entreprises, ce qui fait que dans le fonds, avec 3 maisons de qualité, plus une SCR Raise, vous avez à peu près 2000 entreprises sous-jacentes, donc diversification extraordinaire, et aussi un chiffre que moi je dis toujours, sur les 10 dernières années, 98% des fonds de secondaire ont rendu l'argent. C'est-à-dire que vous n'avez que 2% de fonds qui ont malheureusement connu des pertes en capital. Patrick, on va être très honnête, quand on fait un fonds secondaire, c'est compliqué de tenir le discours du financement de l'économie parce qu'on rachète des parts à d'autres acteurs. Comment vous jugez les fonds de secondaire dans la stratégie par rapport à vos clients ? Vous vous dites quoi ? C'est un bon couple rendement-risque ? C'est la partie la plus... Quand on part sur du private equity, il y a des degrés de risque en fonction des catégories de fonds. On sait tous que le plus risqué, c'est les early stage et des fonds qui investissent dans des sociétés toutes neuves ou qui sont en début de croissance. Donc c'est ce qui a donné une mauvaise image auprès du très grand public parce que les fonds, notamment fiscaux, sont positionnés sur ce truc-là et certains ont beaucoup souffert.
Oui, mais pas seulement. Ces fonds-là, les fiscaux, ils ont souffert parce qu'il y avait des fonds qui étaient complètement fous, une obligation d'investir rapidement et dans des boîtes merdiques, qu'elles soient petites ou grandes. Donc, par contre, à l'autre bout du spectre, à part le early stage, donc le moins risqué dans la catégorie du private equity action, c'est les fonds de secondaire. Donc, alors en contrepartie, ce sont les moins rentables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un fonds de secondaire, si ça se passe très bien, il va faire 1,7 fois votre mise. Nous, avec les clients, on aime bien parler, plutôt que de parler en TRI de 12, 14, tout le monde s'y perd, on aime bien parler en multiples. Un bon fonds action de private equity, il doit vous faire 2,5 à 3 fois la mise. Là, le client est content. Sur du secondaire, c'est beaucoup plus prudent. Mais en contrepartie, c'est 1,7 fois la mise. Mais là, pour autant, la durée est à peu près la même. Le client, il part pour 10 ans. Donc, il faut vraiment que ce soit à chaque fois des sommes dont il n'a pas besoin et dont il sait qu'il n'aura pas de liquidité. Ok, on continue notre tour de ce qui a marché. On a vu, donc, immobilier, ça n'a pas fonctionné. Secondaire, ça s'est bien comporté. Qu'est-ce qui s'est bien comporté aussi? Bien, notre fonds star, les obligations convertibles. Toujours pareil, parce que les banques se retirant un tout petit peu du marché des financements de la PME, il faut trouver d'autres façons de se financer. Donc, c'est la private debt, mais vous avez aussi les obligations convertibles. Dans les obligations convertibles, ce qui marche très bien, c'est que 2 raisons. 1, c'est un peu le meilleur des 2 mondes, parce que vous avez l'obligation, mais vous pouvez aussi la convertir si l'entreprise fonctionne très bien. C'est ce qui s'est passé avec Simago, ce qui a permis à nos fonds rendement 2 de faire des rendements de plus de 2 fois net pour le client. Alors ça y est, vous êtes mis aux critères de Patrick. Oui, je parle bien en multiple, parce que la raison, le multiple, on peut pas tricher sur un multiple. Sur un TRI, c'est très compliqué à le calculer. Il faut savoir que la plupart du temps, au niveau du retail, on appelle en une fois les clients, et donc ça peut fausser les critères par rapport à des professionnels. Quelle est l'appétence des entreprises non cotées à la convertible? Parce que dans les grandes entreprises, sur les marchés cotés, en général, on va à la convertible quand le coût de sa dette devient beaucoup trop élevé, et on se dit, je vais prendre de la convertible parce que je cours le risque d'une dilution, mais en pratique, je vais emprunter moins cher. Ça fonctionne comment du côté de nos côtés? C'est assez amusant. Du côté de nos côtés, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on prend la convertible pour pas être dilué. Parce que en fait, ce qu'on appelle chez nous, c'est du fonds propre pas cher. Généralement, les convertibles, c'est entre 10 et 12%. Mais la plupart du temps, même si on convertit avec maximum 20 ou 30% de la possibilité de conversion. Ce qui fait que pour quelqu'un, c'est une façon d'effet de levier qui est pas cher par rapport à une action où généralement les rendements actions, c'est entre 15 et 20% au niveau du no-coté quand on est en action. Donc c'est comme ça que les entrepreneurs le voient. C'est un complément avec la dette, ce qu'on peut appeler aussi la mezzanine. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus connu. Effet de levier, je voudrais qu'on parle 2 secondes du 150 OBTER. Donc je rassure, c'est pas le nom d'un produit, c'est un article du Code général des impôts qui permet de réinvestir et de décaler la fiscalité des plus-values quand on vend son entreprise. Ça marche bien, ça marche pas bien? Alors aujourd'hui, oui, ça marche plutôt bien. Parce ça décale pas, hein, ça supprime à condition que vous respectiez l'engagement. Tout à fait. Donc aujourd'hui, ça marche bien parce que je pense que ce dispositif est de plus en plus connu. Ce que font les chefs d'entreprise, c'est au lieu de payer leur impôt tout de suite, ils préfèrent faire une sorte de cagnotte dans une holding et de pouvoir placer leur argent en attendant. D'accord. À nouveau, on a des offres de très bonne qualité et de très mauvaise qualité sur ce segment du 150 OBTER où beaucoup d'acteurs se sont engouffrés sur cette niche fiscale, parce qu'on parle bien de ça, et on va avoir des bonnes et des mauvaises surprises. Alors, si on regarde justement du côté de vos clients, qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui plaît pas? Qu'est-ce que vous avez plutôt tendance à conseiller si on prend par exemple l'exercice 2023? On parle de quoi? d'OBTER? On parle de l'ensemble des produits qu'on a. Nous, on est très. On peut mettre sous les termes de private. Nous, je ne cache pas, nous, on a fait un choix sur le fond, c'est d'éviter le terme de private equity parce qu'on pense qu'il ne correspond pas à une réalité. Et c'est pour ça que cette séquence s'appelle l'univers non coté. On aurait pu rajouter financier par opposition à l'immobilier. Mais grosso modo, c'est du non-coté, c'est-à-dire c'est du private. Asset, equity, debt, c'est ce qu'on veut, mais c'est du private. Écoutez, moi je pense que aujourd'hui, le private equity, il y en a très peu chez les clients privés. Aux États-Unis, vous avez des parts de marché qui sont de l'ordre de 20% minimum pour les grandes familles. En France, on est très très loin de ces chiffres-là. Vous n'avez pas il y a qu'une seule banque en France qui a plus de 1% de ses actifs déposés des clients qui est en private equity. Une seule banque. Toutes les autres ont moins de 1%. Les CGP se sont engouffrés depuis quelques années sur ce marché-là et ils ont bien raison parce que c'est un marché où vous apportez de la valeur, de la connaissance, où les clients gagnent de l'argent. Alors certains diront qu'ils gagnent de l'argent parce qu'ils ne peuvent pas vendre au pire moment quand la bourse est au plus bas et ils ne peuvent pas l'acheter au plus haut parce qu'ils partent finalement dans un tunnel d'investissement en faisant confiance à des professionnels qui gèrent tel ou tel fonds. Peu importe, le résultat c'est que les clients ils vont faire 2,5, 3 fois la mise.
à condition d'accepter cette non-liquidité pendant X années. Ce qui marche bien chez nous, c'est de choisir des très bonnes équipes qui ont à la fois un track record qui est important, mais qui sont aussi dans des maisons de gestion reconnues. Mais en termes de classe d'actifs, c'est plutôt de l'equity, plutôt de la dette. C'est plutôt de l'action. L'obligation avait beaucoup d'intérêt quand les taux étaient à zéro, parce qu'on arrivait à créer de la valeur. Avec des taux aujourd'hui, on peut placer son argent avec zéro risque à 4, à 4,5 sur des obligations de très grande qualité. À aller chercher de l'oblig à 6 ou à 7, on est un peu moins intéressé. Frédéric, je vais vous faire réagir là-dessus, parce que là maintenant on va un peu regarder on va parler des évolutions des marchés. Et c'est vrai que pour l'ensemble des produits non cotés, financiers, mais quand on regardait les performances passées, on était royal au bar, que ce soit sur de l'action ou que ce soit sur de la dette, parce que les taux étaient à zéro. Donc on disait, regardez, on est capable de rapporter beaucoup plus que les taux. Si je prends l'argument que vient de nous dire Patrick, avec des taux longs qui ont remonté, avec des spreads qui se sont quand même reconstitués, est-ce que l'environnement concurrentiel va devenir plus difficile? Et est-ce que du coup, ça va amener à potentiellement remettre un peu de risque dans les produits? Parce que les produits que vous nous avez évoqués, finalement, moi j'entends vos arguments. Secondaire, c'est sécuritaire parce qu'on a de la visibilité. Obligations convertibles, on a le parachute. Donc il y a quand même un petit côté sécuritaire que vous nous avez expliqué tout à l'heure en disant c'est ce truc qui marche bien. Alors tout à fait. Nous, on est plutôt un peu défensif parce qu'on aime bien les obligations convertibles, mais il faut rajouter quelque chose, c'est que la plupart du temps, nos obligations sont assurées par le Fonds européen d'investissement et par la BPI, donc en cas de perte en capital. Donc là, vous avez un rendement risque extrêmement bon. Moi, je raisonne toujours en rendement risque. Et l'objectif de la conversion, c'est d'aller chercher les 7-8%, effectivement, pour se démarquer des 4% qu'on peut obtenir aujourd'hui. Donc ça c'est une réponse. Pareil sur l'obétaire. L'obétaire, c'est quand même de l'argent qui a été gagné chèrement par chaque entreprise. Souvent, c'est sa seule société. Donc, il faut faire attention quand même au placement de 150 obétaires. Et nous, on recherche plutôt aux alentours de 10% de rendement. Et pareil, on a aussi une sécurité avec la BPI sur les augmentations de capital que l'on fait sur 50%. Ligne par ligne, on a une assurance. Donc on fait des produits avec des rendements risques plutôt défensifs. On sera peut-être pas la meilleure, je dirais, société de gestion dans le reward, dans la promesse reward, mais par contre dans le rendement risque, on pense vraiment être très Vous aimez bien les ceintures de sécurité? Oui. Ok. L'actualité, le texte passé la semaine dernière au comité consultatif de la législation et de la réglementation financière, c'est tout ce qui est en train de se passer sur l'assurance vie et sur l'épargne retraite. Avec donc la loi industrie verte qui a dit il faut mettre du non-coté dans les profils, aussi bien dans les mandats d'arbitrage en assurance vie que dans l'épargne retraite. Patrick Galancet, vous nous avez expliqué que le non-coté c'était génial. Vous trouvez que ce texte est génial? Non, c'est pas s'il est génial, mais ça fait des années que nos clients, ils aiment les entreprises. Les Français et les épargnants aiment l'entreprise et la bourse leur fait peur à cause de sa volatilité. Donc, cette partie-là de private equity, elle permet de réduire considérablement la volatilité et les clients, ils ont envie de ça. Après, il faudra faire attention à la sélection des fonds, ça c'est notre métier à nous. Et puis de l'autre côté, côté assureur, il faudra éviter les problèmes que l'on peut avoir sur le non-coté en général, c'est-à-dire qu'il faudra maintenir des proportions maximum du contrat investi en non-coté pour résoudre les problèmes de liquidité. Alors, je vous entends. Première réponse que vous me donnez, la proportion maximale dans les contrats. Je me tourne vers vous, donc c'est l'intérêt d'avoir à la fois un distributeur CGP et un producteur. Est-ce que vous mettez des gates? Est-ce que vous mettez un certain nombre de protections? Parce que si on regarde le sujet du non-coté, là, et de l'assurance, on est en plein dans la mouise, si vous me permettez l'expression, sur la partie immobilier non coté, avec des assureurs qui ont pris des engagements, des choses qui n'étaient pas forcément bien calées. Vous, aujourd'hui, est-ce qu'avec cette perspective d'accroître le développement via le monde assurantiel, vous vous dites, il faut qu'on prenne des mesures de protection dans nos fonds sur des sujets de liquidité? Alors, vous avez deux types de fonds. Vous avez les fonds ouverts, les FCPR Evergreen ouverts et les fonds fermés. Moi, ce que d'abord je préconise, c'est effectivement que les conseillers explique bien ce problème de liquidité que, comme disait Patrick, c'est très important. C'est-à-dire que même si on est dans un contrat d'assurance vie, il faut pas investir dans un fonds si on se dit qu'on a besoin de l'argent dans 3-4 ans. Non. C'est vraiment des temps longs, c'est des temps entre 7 ans à 10 ans. Donc déjà, une bonne explication. J'entends. Pardonnez-moi de vous dire la chose suivante. J'entends votre discours. Ça n'empêche que vous avez quand même un discours de place qui a été très largement développé par les assureurs en disant l'assurance vie, c'est un couteau suisse. Vous pouvez faire des arbitrages à tout moment sur tout actif. Ça, c'est rentré dans la tête de tout le monde.
Et comme c'est rentré dans la tête de tout le monde, c'est la position de base. Alors, déjà pour vous dire, nos fonds, c'est interdit à l'arbitrage. Dans le contrat d'assurance vie français, la plupart des assureurs vie disent on peut pas arbitrer avant, bien sûr, la fin du fonds. Donc déjà, c'est une protection. Après, au niveau du décès, c'est géré aussi dans le fonds. C'est-à-dire qu'on a quand même des réserves d'argent pour gérer les problématiques de décès. Après, les sorties avant le terme, ça effectivement, c'est des choses qui peuvent être prises dans les contrats. Donc en fonction des contrats, vous pouvez avoir des pénalités, vous pouvez avoir des interdictions, tout ça c'est géré assureur par assureur. Sur les fonds fermés, ouverts plutôt, sur les fonds ouverts, il faut avoir des gates, effectivement, très clairement, des gates de liquidité, avec aussi des maximums à atteindre. Et généralement, ça doit même marcher. Sur le nôtre, on n'a aucun problème pour l'instant de liquidité. Patrick, je voudrais qu'on parle avec vous des enveloppes où loger les fonds de non-cotés financiers. On vient de parler d'assurance vie. Qu'est-ce que vous faites, vous, en assurance vie? Qu'est-ce que vous faites en côté? Quelles sont les pratiques les plus fréquentes chez vous? Alors, la pratique la plus fréquente, c'est l'assurance vie luxembourgeoise. À partir du moment où le client il a les capitaux pour pouvoir investir à travers ce véhicule-là, et en particulier pour y mettre tous les fonds classiques internationaux de private equity de très grandes maisons. Ce que vous avez évoqué tout à l'heure, ou des maisons type JP Morgan, Goldman Sachs, etc. Puisque vous allez avoir une fiscalité qui va être très intéressante à l'intérieur de l'assurance vie luxembourgeoise. Si par contre, vous avez envie de travailler à travers l'assurance vie française, c'est possible, mais avec des fonds qui sont en général un peu moins rentables que ceux de l'assurance vie luxembourgeoise, puisqu'il y a ces questions de liquidité que vous avez évoquées, qui ont été organisées et qui laissent un tout petit peu la performance. Mais c'est pas grave, elle reste quand même très très bonne et elle doit être privilégiée. Qu'est-ce qu'il faut penser? On ne cesse de dire, vous parliez de la retailisation, donc on nous dit de la démocratisation du private equity. On a vu un sujet qui est assez intéressant dans le cadre de ce qui s'est passé sur l'industrie verte, c'est qu'il y a des réticences. Il y a des gens qui disent, mais est-ce que vraiment il faut mettre ce genre de produit à tout le monde? La Fédère, Georges Lataille nous en avait parlé il y a de cela quelque temps dans le journal décalé, c'était ému de ça. On a d'ailleurs vu une étude de l'AMF qui prenait un peu ses distances par rapport aux non-cotés. On a vu France Assureur qui, au moment de la loi, avait dit, mais attendez, il faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Est-ce qu'il faut impérativement démocratiser? Alors, je sais pas ce que c'est le terme impérativement, mais ce qu'il faut savoir quand même... J'aimerais répondre, je dis, je sais pas ce que c'est le terme démocratiser, mais... Donc, je disais, en fait, quand on regarde un petit peu, il faut savoir que l'assurance vie, quand même, quand on prend du recul en France, hein, je parle, il y a quand même 80% des sommes qui viennent vers ce qu'on appelle les dettes souveraines, et notamment françaises. Donc, quand même, ça serait bien de flécher un petit peu l'épargne vers les entreprises françaises notamment, mais bon, d'autres entreprises, mais surtout françaises, pour donner ce qu'on appelle un petit pouvoir aux muscles, parce que le muscle, c'est les entreprises. Donc à partir de là, je pense que ça part c'est très important pour le pays que nos entreprises puissent croître. Donc on est très content là-dessus. Néanmoins, quand vous dites, il y a aussi la catégorisation des souscripteurs. Chaque maison RS a une catégorie. Vous avez des gens qui sont plutôt prudents, des gens qui sont plutôt dynamiques, qui sont plutôt équilibrés, et en fonction de ça, je pense que la loi prend en compte ce genre de profil. Je rebondis, Patrick, sur ce que vous avez dit. Parce que vous avez dit, les clients, ils ont peur de la bourse, ils ont peur de la volatilité des marchés, etc. Non, ils ont pas peur, mais ils aiment pas. Alors, ils aiment pas. Est-ce que le private equity, c'est une évolution, c'est un élément dans la gestion du risque, ou est-ce que c'est une alternative au marché financier coté? Non, c'est un complément. C'est un complément des marchés cotés. Ok. C'est pas une alternative, ça va avec. Dans l'allocation d'un client, on est convaincu en tout cas chez Maison Erez et avec Cyrus demain que le client il doit avoir de l'immobilier, des obligations, des actions, du non coté pour avoir un portefeuille qui est parfaitement structuré et organisé. Ok. Les chefs d'entreprise aujourd'hui, ils ont envie d'aller en bourse ou ils préfèrent avoir des fonds de non-cotés? Alors là, ça a beaucoup évolué, mais là, depuis quelques années, c'est clairement des fonds de non-cotés, parce qu'il y a un petit problème de volatilité en bourse. C'est très très ennuyeux pour un chef d'entreprise de voir son cours de bourse baisser très fortement parce qu'il y a une grosse main qui veut sortir. C'est ennuyeux pour ses salariés, c'est ennuyeux aussi pour ses clients. Le non-coté, c'est quand même beaucoup plus patient, ce qu'on appelle le capital patient, et je pense que c'est beaucoup plus efficace pour un chef d'entreprise. Patrick Ganassian, je vous pose la question au chef d'entreprise que vous êtes. Oui. Vous avez, alors c'est pas un fonds, c'est un family office qui était au capital avant l'opération en cours avec Cyrus. Oui. Pourquoi vous n'êtes pas allé en bourse?
Je vois pas l'intérêt pour une entreprise comme la nôtre et de notre taille d'aller en bourse. L'objectif pour nous, c'est que les collaborateurs et tous ceux qui travaillent chez Cyrus et chez Erez soient actionnaires de la société avec le plus gros pourcentage possible. Aujourd'hui, il y a 73% du capital de notre groupe, Erez plus Cyrus, qui sera détenu par les collaborateurs salariés et une vingtaine de pourcents par le fonds qui nous accompagne, qui est Bridgepoint aujourd'hui. Tout est parfait. Donc il n'y a aucune raison d'aller sur les marchés financiers. Alors vous me donnez des pourcentages. Tout à l'heure vous m'indiquiez que la banque française qui avait le plus d'actifs en private, en non coté financier était à 1% et que c'était ridicule par rapport à ce qui se passait aux États-Unis. Vous, dans vos allocations d'actifs, vous montez la part du non coté financier jusqu'à quel niveau? Aujourd'hui, on essaye. D'abord, la fourchette, elle va de 5 à 20 pour les nouveaux clients en termes de pourcentage des actifs qu'ils nous confient. Aujourd'hui, sur les capitaux qui sont déposés chez nous, comme évidemment il y a des stocks anciens et des capitaux anciens, on est plutôt à 5-6%. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que aucune banque en France, à ma connaissance, n'a plus de 1%, sauf une, et celle qui en a, elle est à 10%. Et nous, l'objectif, c'est de monter ce pourcentage d'allocation de private equity parce qu'on est convaincus, ça fait plus de 15 ans qu'on en commercialise, on a vu les résultats dans la durée, on a vu l'impact sur les clients, voilà. Et il faut continuer à défendre cette classe d'actifs. Votre sentiment sur la part qu'on peut avoir? Parce que là, on voit bien qu'on est en train de donner des pourcentages avec justement ce fameux arrêté sur l'épargne retraite. Il y a plein de, là aussi, si je prends des termes de place, on dit de l'ordre dans un portefeuille, il faut en avoir 5%. Donc, on est toujours en train de donner des pourcentages. Quand Patrick nous dit de 5 à 20 pour les nouveaux clients, ça vous paraît... On est sur la même longueur d'onde. Après, ça dépend un peu du profil, du temps qu'il a, est-ce qu'il a besoin de liquidité ou pas. Ça, c'est le boulot des conseillers en patrimoine. Mais autrement, aller jusqu'à 20 nous paraît tout à fait satisfaisant. Il faut savoir quand même qu'en plus, moi j'insiste un peu, mais en plus d'un actif financier, ça donne un peu de sens aussi à son épargne. Parce que quand nous on fait par exemple du small cap en France, on voit les entreprises, ça permet aux clients de voir un peu la progression. Il y a une histoire à raconter. Et ça, c'est très important et c'est ce qu'on n'a pas dans la plupart des fonds cotés et aussi des ETF. Donc aujourd'hui, ça donne un peu de sens aussi, en dehors de tout ce qu'on vient de dire, c'est l'aspect financier et la rentabilité. Mais il faut que ce 5 à 20% soit impérativement réparti sur plusieurs fonds, plusieurs sociétés de gestion, investis sur au minimum 4 millésimes et pas tout sur la même année. Voilà. Et c'est des règles. Et enfin, moi, j'invite tout le monde à regarder combien l'équipe de gestion qui gère votre fonds de private equity a investi elle-même. Ok, alors justement, si vous me permettez, dernière quand même question, comment je sélectionne? Donc j'entends l'argument, plusieurs typologies de produits, plusieurs millésimes, parce qu'il y a très clairement des effets de... oui, il y a des effets de cycle économique qui s'impactent forcément. Et des effets de liquidité potentiellement aussi. Oui, quand un produit est à la mode, tout le monde se précipite pour en acheter. On a très clairement vu ça sur la partie SCPI. Vos critères de choix d'une société de gestion, c'est quoi? Alors c'est d'abord le track record de l'équipe, puisqu'en général il y a eu des fonds qui précèdent. On évite de l'équipe, pas de l'entreprise. C'est-à-dire il faut regarder. Non, parce que vous pouvez avoir un changement d'équipe. Donc l'entreprise c'est important pour la solidité, mais ce qui compte c'est l'équipe. Si la nouvelle équipe vient d'arriver, on peut pas utiliser le track de l'ancienne. Nous on aime bien éviter le fonds numéro 1. Parce que, comme par hasard, il essuie souvent les plâtres, alors que les fonds 2, 3, 4 sont souvent plus intéressants que le 1. Ensuite, on regarde la performance. Donc après la performance, on regarde combien ces gérants ont investi. On regarde dans quel secteur ils investissent. On essaie d'avoir une diversification géographique, sectorielle et éventuellement fiscale, puisque vous le savez, certains fonds de private equity n'ont pas le même taux d'impôt quand ils sont investis exclusivement en actions européennes que s'ils sont investis en actions internationales. Voilà. À nous d'essayer de trouver plusieurs idées pour chacun des clients. C'est pour ça quand même que cette démocratisation est quand même très utile. Parce qu'avant, il fallait quand même plusieurs millions d'euros pour investir dans plusieurs fonds sur plusieurs millésimes. C'est plus le cas aujourd'hui. Frédéric, vous avez écouté les critères, vous en rajouteriez d'autres? Alors, je trouve que ces critères sont très pertinents. Hein. Ça fait quand même depuis une dizaine d'années qu'on travaille, nous, Entrepreneur Invest, avec la maison Erez. Et c'est important. C'est vrai que, par exemple, sur l'obligation convertible, on était au 11e millésime. Donc, effectivement, il y a l'expérience accumulée. Je pense que les équipes structurées qui restent des années, c'est très important aussi pour la compétence de la société de gestion. Et comme dirait Patrick, il faut prendre plusieurs maisons. Parce que maison, stratégie, etc., ça paraît tout à fait cohérent. Ces critères sont bons. Est-ce qu'il faut rajouter une autre? C'est vrai que l'aspect quand même fiscal est pas inintéressant parce que certains fonds, on paie pas de plus-value à la sortie.
il faut le prendre en compte quand même dans le rendement final. Et à part ça, je pense qu'il faut faire un peu de dette, un peu de secondaire, un peu de primaire, etc. Dernière question, est-ce que vous, producteurs, vous avez des enjeux de communication? Parce qu'entre guillemets, un produit coté, il a une vie de communication qui est liée au fait qu'il monte, qu'il y ait des classements qui soient publiés, donc il y a une vie propre qui est liée à la cotation. Est-ce que cet élément-là, vous ne l'avez pas d'un point de vue professionnel? Est-ce que vous devez du coup repenser les exercices de communication sur vos produits? Oui, bien sûr, la communication est importante. Donc nous, on essaie de faire un peu de transparence. Plus à la transparence dans votre communication, des reportings clairs, je pense que c'est déjà un axe. Après, il faut communiquer aussi sur son portefeuille, parce que le portefeuille vit. Donc chaque entreprise chez nous, c'est un peu ça fait un peu un porte-parole dans l'Entrepreneur Invest. Donc effectivement, on doit reprendre un petit peu cette communication. Après, c'est dans la durée. Donc il faut essayer de dire toujours, même des mauvaises nouvelles, il faut les annoncer. Il faut être transparent. Merci beaucoup à tous les deux pour ce débat, pour savoir comment bien utiliser le non-coté. On reste dans cet univers et on passe du côté immobilier. Tout de suite, c'est à l'affiche. Allez, on continue dans l'univers du non-coté, mais cette fois-ci, on passe du côté de l'immobilier. À l'affiche, Arkéa-REM et son directeur général, Yann Videcoq. Arkéa-REM est la société qui propose la SCPI qui, en 2023, affiche le meilleur taux de distribution. Mais avant d'en parler, si vous le voulez bien, Yann, je voudrais qu'on revienne 2 ans en arrière. On est donc en mars 2022. L'autorité des marchés financiers vous accorde un agrément de société de gestion d'une structure que vous aviez rejoint quelques mois auparavant. Quelle était votre vision des choses alors que le marché sur le fond était quand même déjà bien encombré? C'était une rencontre entre le Crédit Mutuel Arkéa qui avait la volonté de développer une société de gestion dédiée à l'immobilier, puisque c'était dans leur ADN, de créer des produits qui soient conformes à l'état d'esprit et à la vision d'un groupe mutualiste, donc des produits labellisés ISR, conformes. On avait une conviction, c'était on venait de vivre le Covid, donc on avait vraiment eu des changements d'usage et donc on était dans un monde de transition. Donc des produits qui soient conformes à ces transitions. Et ma volonté, moi, de monter une société de gestion dans un paysage où j'avais envie d'amener tout simplement peut-être un peu plus de transparence et d'essayer de décrire plus et ce qu'on fait, et de jamais avoir honte de ce qu'on faisait en tant que société de gestion. Ok, vous êtes société de gestion donc du groupe Arkéa-REM. Souvent, les sociétés de gestion, elles sont là pour servir leur maison mère et puis être seules. C'est votre cas ou Pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, on travaille avec 200 partenaires qui ont signé des conventions avec nous et ça fait encore une fois, la SCPI elle a qu'un an et donc au contraire, le Crédit Mutuel Arkéa a une très belle base. Ça nous permet d'avoir une bonne base de collecte. Mais si je prends l'exemple de la SCPI, ça représente l'année dernière à peu près 25% de la collecte. Le reste, c'est nos réseaux partenaires. Et là, on a une équipe commerciale de 4 personnes qui développe ce réseau. Donc non, c'est vraiment l'extérieur est très important. Ok, l'ambition de traiter des spécificités, je voudrais qu'on regarde le premier produit. Le premier produit, c'est une SC, Silver Avenir. Quelle est la spécificité de ce produit, hormis, puisque c'est une SC, que a priori c'est un produit qui a vocation à être diffusé en assurance vie? C'est un des seuls fonds en France qui soit un fonds résidentiel. La plupart, quand vous êtes exposé sur un fonds immobilier, toutes les autres sociétés de gestion, la plupart proposent des fonds d'immobilier commercial, que peuvent être Transition Europe ou Territoire Avenir. Mais Silver Avenir, c'est un fonds qui vous expose à l'immobilier résidentiel et encore une classe particulière, c'est-à-dire du viager sans rente, du démembrement pour les seniors. Donc on garde à domicile les seniors et en échange, on leur achète leurs biens contre une somme. Alors on leur verse pas de rente, ce qui fait que il y a une typologie de seniors particulière. C'est d'ailleurs des seniors assez aisés et c'est pour ça qu'on a un patrimoine moyen d'1,7 million pour l'actif moyen. Donc voilà, c'est vraiment aujourd'hui, ça permet aux particuliers de s'exposer sur une catégorie d'actifs différentes. Donc vous prenez le marché à rebrousse-poil, à la fois en allant dans l'habitation alors que le marché avait plutôt tendance à aller dans le tertiaire, à la fois aller dans un produit de capitalisation avec l'usufruit, alors que traditionnellement l'immobilier est lié à la distribution de revenus. Si on regarde les résultats, ça donne quoi
Ça donne des très beaux résultats. C'est vrai que l'année dernière, on a été la deuxième meilleure performance du marché avec plus de 6%, 6,15, parce qu'on a fait beaucoup d'acquisitions. On a fait 250 millions d'acquisitions l'année dernière. Et donc ça, c'est à terme, on veut une performance entre 4 et 5% autour du résidentiel. Ça nous semble normal. Est-ce que vous sentez le vent du boulet, tout sauf les SC en assurance vie, parce qu'il y a des risques de liquidité ? Oui, on l'a senti bien évidemment. On est dans le marché et donc on a vu la collecte se ralentir, notamment en fin d'année où on a eu un petit passage avec un peu de décollecte nette. Ça s'est arrêté. Depuis, on est reparti sur une collecte positive. Encore une fois, parce que nos perfs sont là, parce qu'on n'a pas de baisse de valeur. Je pense que c'est ça qui est important de dire. On a été créé il y a 3 ans. On est sur l'immobilier haut de gamme et aujourd'hui, on sait que l'immobilier résidentiel haut de gamme, c'est ce qui résiste. On a 40% des biens en PACA et PACA aujourd'hui, c'est une région où les valeurs continuent à augmenter. Donc on a cette chance d'avoir ce portefeuille qui est résilient et on a su démontrer cette résilience. On regarde un peu l'histoire. J'arrive maintenant à décembre 2022. Vous lancez votre 3e produit et ce 3e produit, c'est votre première SCPI. Pourquoi faire une SCPI ? Pour être complémentaire, on avait 2 UC, donc Silver Avenir et Territoire Avenir, et on avait envie d'aller chercher la collecte en direct. Alors via nos partenaires, on fait pas de collecte directe nous-mêmes, on fait du B2B2C, mais on avait envie de proposer un produit. C'est pour ça qu'on a proposé un produit européen, et exclusivement européen. Quand je dis européen, c'est hors de France, parce qu'on sait qu'il y a un intérêt fiscal pour les particuliers là-dessus. Donc c'était vraiment aller chercher la collecte, et également pas se marcher dessus sur les pieds avec notre autre produit Territoire en termes d'investissement. Le Territoire, c'est investissement dans les régions en France, transition Europe, c'est de l'immobilier commercial hors de France. Ok, je dis donc, on est en décembre 2022, vous avez annoncé un taux de distribution de 8,16%. 2 questions, comment vous l'avez calculé, ce taux de distribution, et est-ce que beaucoup de monde l'a touché ? Parce que a priori, la commercialisation, elle n'avait pas vraiment, elle a plutôt eu lieu dans l'année 2023 que dans l'année 2022. On sait que la performance d'une SCPI la première année, elle concerne que les peu de parts en jouissance, bien évidemment. Alors on l'a calculé, c'est la méthodologie de la SPIM qu'on respecte, c'est-à-dire c'est la distribution qu'on a faite tout au long de l'année, divisée par le prix de part en janvier. Le prix de part en janvier, il était de 190 € par part puisqu'il y avait la période sponsor, et donc c'est d'où ce 8,16. Mais vous remarquerez qu'encore une fois, en termes de transparence, on fait vraiment, on essaye d'être vraiment transparent. Dans le rapport trimestriel, on a indiqué également l'autre taux de distribution, le 7,75, qui est sur le 200 € par part, qui est celui de la part actuelle, en fait. Ok, alors ça c'est le passé. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Aujourd'hui, grosso modo, comment vous envisagez déployer le patrimoine? Où aller? Est-ce que vous avez sourcé déjà des biens? Quel niveau de rentabilité, grosso modo, attendre à terme sur le produit? On voit encore que le marché est très bénéfique et c'est pour ça qu'on a fait cette perf qui est assez historique. C'est parce qu'on a pu acheter à des taux élevés. On est aujourd'hui en exclusivité sur 100 millions d'euros d'actifs. Qui a des taux moyens supérieurs à 7,5%, aux alentours de 7,60 si on prend et sur des choses très variées. On est en exclusivité sur une clinique en Espagne, on est en exclusivité sur du bureau mixé à du local de production en Irlande, on est en exclusivité sur des laboratoires pour des prothèses auditives en Allemagne, Vous allez vous désensibiliser aux Pays-Bas, parce que je vous trouve très Pays-Bas pour l'instant. Oui, alors le fonds était petit, donc 110 millions, donc c'est pour ça qu'on avait beaucoup de Pays-Bas, mais dès qu'on fait une acquisition, ça bouge. Une acquisition de 25 millions, ça fait 25%. Donc ça si on a des actes en main à 7,5, l'objectif de performance, ça sera pas 8,16. L'objectif de performance à terme, c'est quoi? Entre 6 et 7%. Ok, l'objectif de collecte sur le produit? Cette année 200 millions, mais l'année commence très fort, donc c'était notre objectif de collecte. Je pense qu'on est déjà à une 40aine de millions collectés depuis le début de l'année, donc on va peut-être le revoir à la hausse. Pour l'instant, c'est 200 millions. Vous avez communiqué sur un objectif de collecte de 500 millions pour l'ensemble des produits. 200 millions, les 300 millions, ils sont où? Ils sont sur Silver Avenir, dont on a parlé bien évidemment, et sur Territoire Avenir également. Territoire Avenir, on en dit 2 mots. Elle fonctionne comment? C'est une SCPI qui marche très bien, puisque aujourd'hui c'est donc de l'immobilier commercial en région. L'idée, c'est vraiment d'aller saisir les opportunités en région sur toute typologie d'actifs. On a fait 5,65 en 2023 de performance. On a un objectif de moins 5% de performance en 2024. Encore là, une fois, c'est une SCPI qui a 18 mois, donc on est vraiment dans un timing qui est idéal, et c'est pour ça aussi qu'on fait de la performance. On n'a pas de sujet de revalorisation d'actifs parce qu'on vient d'acheter les actifs. Donc c'est une SCPI qui collecte très fort. C'est la plus grosse collecte du marché aujourd'hui. On est à plus de 200 millions de collecte nette sur ce produit. J'ai vu vous lancer une activité Club Deal. C'est quoi? C'est la logique d'avoir
toutes les cordes à votre arc? Ouais, c'est une offre complémentaire. C'est nos distributeurs, nos partenaires CGP qui nous ont demandé ça. C'est pour des particuliers fortunés. C'est des tickets d'au moins 1 million d'euros. Aujourd'hui, il y a une fenêtre vraiment intéressante sur le résidentiel à la découpe sur des immeubles très haut de gamme et de luxe. On a signé un premier immeuble à Neuilly en début d'année. Là, on vient de signer l'acquisition d'un immeuble rue de Sèvres. Et donc ça, c'est très intéressant. Et sur ce deuxième club deal, pour vous donner un exemple, on a levé 40 millions en 15 jours en février. Il y a eu un engouement très fort. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'immobilier bashing, mais les épargnants ont envie d'immobilier, peut-être de l'immobilier un peu différent, je pense. Alors, question, non pas sur le résidentiel qui a peu décalé, en tout cas nettement moins que le tertiaire et le bureau. Ça fait 20 ans que vous bossez dans le marché immobilier. Est-ce que vous avez déjà connu des époques où ceux qui avaient de l'argent, de l'equity, puisqu'aujourd'hui on va moins parler de dette, ceux qui avaient de l'argent avaient autant les cartes en main sur le marché? Après chaque crise, en fait. Moi, la dernière crise que j'ai connue, c'est celle des subprimes, bien évidemment. Après chaque crise, il y a vraiment un avantage, et on le voit au sein d'une même société de gestion, les fonds qui sont lancés après les crises ou pendant la crise sont souvent des fonds qui performent les mieux parce que c'est là où vous êtes en capacité, en position de force vis-à-vis du marché. Le marché est aujourd'hui déséquilibré, ce qui crée des opportunités. À votre avis, la fenêtre d'opportunité, elle se termine quand? Dans pas très longtemps, je dirais. On commence à sentir sur certains pays qu'on est plus nombreux sur les appels d'offres, on perd plus d'appels d'offres qu'avant. Et donc, je dirais fin d'année, début 2025, les taux vont commencer à baisser à ce moment-là, je pense, et c'est à partir de ce moment-là. Et donc, c'est pour ça que la collecte cette année est plus importante. Là où il faut limiter, je pense, la collecte quand on est sur des pics de taux bas, là, cette année, plus on collectera, plus on pourra acheter à des taux intéressants, en fait. Yann Videcoq, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et si vous vous intéressez au sujet de la pierre papier, on se retrouve, n'oubliez pas, le mois prochain, parce que nous ferons une édition spéciale sur les SCPI avec d'autres acteurs que ceux que nous avons sur le Club Expert Immobilier. Merci à vous tous. À bientôt. Ciao.